C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, J-1 avant le retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancien président est attendu dans son pays ce jeudi après 10 ans d'absence. En détention à La Haye où il était jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2011. Laurent Gbagbo a été acquitté, mais la justice de son pays l'a condamné par contumace à 20 ans de prison pour la casse de la BCEAO. Que va-t-il se passer à son retour? Élément de réponse dans un instant. Les élections législatives et régionales en Éthiopie. Dernier meeting de campagne pour Abiy Ahmed. Et le Premier ministre a exposé sa vision d'une Éthiopie unie et moderne. Une campagne qui se déroule dans un contexte sanitaire particulier et dans un pays miné par le conflit dans la région séparatiste du Tigré. Nous serons dans ce journal dans la région d'Oromia, la région natale du Premier ministre. Vous verrez que là-bas aussi, il est contesté. Reportage à suivre. Enfin, nous irons à Kisangani, troisième ville de la République démocratique du Congo. Vous verrez que l'état des routes a des conséquences directes sur l'approvisionnement de la ville. Nos correspondants en ont fait le constat. C'est demain, jeudi, que Laurent Gbagbo devrait fouler de nouveau le sol de son pays, la Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence. 10 années passées en détention à La Haye pour être jugé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2011. L'ancien président ivoirien a été acquitté par la CPI, mais il reste condamné cette fois dans son pays à 20 ans de prison pour la casse de la BCEAO. Cette condamnation va-t-elle le mener de nouveau en prison ou sera-t-il gracié ou amnistié? La question demeure. Voyez ce reportage de nos correspondants Samuel Bernard et Anan Ferjani. L'affaire remonte à janvier 2011. À l'époque, la guerre entre les camps Gbagbo et Ouattara bat son plein. Le pays est sous sanctions économiques. Selon la justice, c'est à ce moment-là que l'ancien président aurait illégalement accédé au coffre de la BCEAO, acte pour lequel il a été condamné à 20 ans de prison en 2018. Les autres condamnés dans cette affaire, dont l'ex-ministre Cathy Koné, ont bénéficié d'une amnistie qu'ils espèrent voir étendue à Laurent Gbagbo. Pour moi, cette condamnation, je l'ai toujours dit, elle est d'ordre politique. Du côté du comité collectif des victimes de la crise, l'heure est à la mobilisation. Ce comité milite pour que l'ancien président soit arrêté dès son arrivée. Que le fonds issu du braquage de la BCEAO, dont Laurent Gbagbo est poursuivi, a servi à alimenter la guerre. Quand on nous dit que ce fonds-là a servi à payer les fonctionnaires, mais qu'on vienne, c'est l'occasion, qu'on vienne nous éclairer devant le tribunal. Mais cette position serait loin de faire l'unanimité, en particulier parmi les nombreuses associations de victimes du pays. C'est une demande minoritaire. Sinon, toutes les associations de victimes, nous sommes unanimes au niveau de la casse des BCEAO. Mais ça n'a rien à voir avec les victimes. Alors, quelle probabilité pour que Laurent Gbagbo purge la peine de 20 ans de prison décidée par la Cour suprême? Très faible de l'avis de ce politologue et enseignant en droit public. Le parquet, c'est-à-dire le ministère public, a dit officiellement qu'il s'inscrit dans cette dynamique de réconciliation nationale et que ces actions publiques tiendront désormais compte de cette volonté politique. Si la justice ivoirienne ne l'amnistie pas, Laurent Gbagbo pourrait aussi être gracié par le président ivoirien Alassane Ouattara. Dernier jour de campagne pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le pays organise des élections législatives et régionales. Le Premier ministre, prix Nobel de la paix, a émis un souhait, celui d'une Éthiopie unie, puissante et rayonnante, loin de la guerre et des violences communautaires qui minent le pays. Abiy Ahmed avait choisi Djima, la ville principale de sa région natale de l'Oromia, pour son dernier meeting de campagne. Il y a été accueilli par une foule compacte et acquise. Et justement, on prend tout de suite la direction de cette région de l'Oromia. Vous allez le voir, tout le monde ne soutient pas Abiy Ahmed. Il y a aussi des déçus. Certains reprochent au prix Nobel de la paix un manque de liberté et la difficulté de s'opposer au Premier ministre. Les principaux partis ont même décidé de boycotter le scrutin et accusent le gouvernement de réprimer leur campagne. Reportage de notre correspondante Maria Gert-Niculescu. Kidane se prépare à monter la garde au bureau de vote. Les élections approchent, la situation est tendue en Oromia où des affrontements entre rebelles et forces du gouvernement éclatent régulièrement. Ce leader local rejoint donc une milice pro-gouvernementale pour empêcher une attaque de groupes armés opposants. Le bureau de vote est ici.
Les gens s'enregistrent ici et voteront ici à l'avenir. Les milices doivent monter la garde pour assurer que les élections soient démocratiques, stables et fiables. Les élections interviennent dans un contexte tendu. Des violences ethniques ont fait des centaines de victimes. En Oromia, les principaux partis d'opposition se sont retirés du scrutin. Accusés de terrorisme par le gouvernement, certains de leurs leaders sont en prison. Presque tous les bureaux de notre mouvement ont été fermés par le parti au pouvoir. Nos membres ont été détenus en masse. Notre communication avec le public est complètement coupée. Pour toutes ces raisons, nous ne participerons pas à l'élection. Le manque d'alternatives politiques déboussole de nombreux jeunes Oromo. Comme beaucoup, cet étudiant avait encouragé l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, également originaire de cette région. Aujourd'hui, il se dit déçu. Nous avions l'espoir d'élire un gouvernement avec notre voix, d'avoir accès au développement, sortir de la pauvreté. Mais ce qui avait été enclenché a changé au bout d'1 an et le gouvernement est devenu autoritaire. 36 millions d'Éthiopiens se sont inscrits sur les listes électorales. À travers ce scrutin, le Premier ministre, désigné en 2018 après la démission de son prédécesseur, espère asseoir sa légitimité politique. Et puis sachez que l'ONU met en garde contre la propagation de la famine en Éthiopie, déjà très présente dans la région en guerre du Tigré. Elle est sur le point de s'étendre à d'autres régions éthiopiennes selon un responsable de l'ONU, une affirmation rejetée par l'Éthiopie. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la mort d'un soldat nigérien lors de combats avec des djihadistes au Mali. Une mission de reconnaissance menée conjointement avec les forces Barkhane. 3 autres soldats ont été blessés, un Nigérien et 2 Français. L'arrestation par les forces Barkhane de Dadi Ould Chouaib, alias Abou Dardar, interpellé au Mali. Les forces françaises le présentent comme un cadre du groupe État islamique au Grand Sahara. Il est également suspecté d'avoir mutilé 3 hommes le 2 mai dernier lors du marché hebdomadaire de Tinhama, dans le nord du pays. L'avocat britannique Karim Khan a été investi ce mercredi nouveau procureur général de la Cour pénale internationale. Il succède à la procureure gambienne Fatou Bensouda. Élu pour 9 ans à la tête de la CPI, le Britannique a fait la promesse de faire revivre la juridiction après une série d'acquittements retentissants, dont celui de Laurent Gbagbo. Allez, je vous emmène à présent sur les routes de la République démocratique du Congo. Attention, la RDC, qui fait 4 fois la France, ne possède que 3000 km de routes bitumées et seuls 10% d'entre elles sont praticables. Il s'agit d'un énorme frein au développement. Pour illustrer cette problématique, nos correspondants se sont rendus à Kisangani, la 3e ville du pays. Elle dépend des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour s'approvisionner en marchandises, la plupart importées d'Afrique de l'Est. Reportage signé Clément Bonnereau et Juliette Dubois. Ce camion vient d'arriver à Kisangani après avoir parcouru 700 km depuis Bunia, dans la province voisine de l'Ituri. On a mis 5 jours depuis Bunia. C'est très fatigant là. Les balles de coton sont déchargées un peu plus loin, à l'usine de textile de la ville. À cause du mauvais état des routes, la dernière livraison remonte à décembre. La route était mauvaise, on a eu beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup de trous et pas moyen d'avancer. Nous avons dû tirer les autres voitures qui étaient coincées. La route nationale 4 qui relie Kisangani à Bunia et Butembo est un axe vital pour l'approvisionnement de la ville, la 3e du pays. Il y a 10 ans, les camions effectuaient le trajet en 2 jours. Aujourd'hui, pendant la saison des pluies, certains véhicules se retrouvent embourbés plusieurs semaines, comme sur ces images tournées en avril. Une situation qui pénalise les commerçants de Kisangani. Dans cet entrepôt, les haricots arrivent déjà pourris. Ici, c'est plus de 80 sacs. Et les sacs de plus de 100 kilos. Donc on a perdu sur plus de 15 000 ou 18 000 $. Les transporteurs de leur côté disent ne pas pouvoir garantir la fraîcheur des produits à l'arrivée et peinent à rester rentables. Nous avons des personnels que nous payons, nous avons des taxes que nous payons. Et en 1 mois, si vous faites entrer seul véhicule, comprenez ce que ça va faire. Il n'y a pas un transporteur qui a réussi à acheter un nouveau véhicule les 2 dernières années.
En RDC, l'entretien des routes est financé par le Fonds national d'entretien routier, le FONER. Ces recettes proviennent essentiellement des péages et s'élèvent à 60 millions d'euros annuels. Pour les autorités provinciales, il y a un problème de distribution des fonds. Au niveau de la Banque centrale, on a une marmite centrale sous forme d'entonnoir qui reçoit les recettes. Mais quand on planifie, c'est en termes de priorité. C'est là la différence, c'est là le problème. Le FONER, de son côté, dit manquer de moyens et évalue ses besoins à 120 milliards d'euros pour la RDC. Direction le Nigeria. Cela fait maintenant 12 jours que le gouvernement a interdit l'utilisation de Twitter. Une décision suite à la suppression par le régulateur du réseau social de 2 tweets du président Muhammadu Buhari. Mais l'interdiction de la plateforme coûte cher à certains entrepreneurs. Les détails avec Harold Girard. Au Nigeria, Twitter a disparu des écrans des 39 millions d'utilisateurs du pays. Ogechi Ejemonou est une jeune entrepreneuse qui avait basé sa stratégie commerciale sur le réseau social. Mais début juin, Twitter est suspendu par le gouvernement après la suppression par les modérateurs d'une publication du président Muhammadu Buhari. Depuis l'interdiction, je n'ai pas pu communiquer avec mes clients, ni en obtenir de nouveaux. Je n'ai pas pu publier les photos des stocks qui ont été renouvelés. Des pertes considérables pour la jeune femme qui disait gagner environ 5 000 $ par mois, s'y ajoute un investissement en temps qui lui paraît aujourd'hui totalement vain. On nous disait, soyez actifs, faites ceci, publiez plus, parlez à plus de gens. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais ça marchait grâce à Twitter. Et aujourd'hui, je ne peux plus compter dessus. La suspension de Twitter dans le pays représente également un handicap pour l'avenir, selon certains Nigérians. Beaucoup d'opportunités de business sont apparues juste parce que les gens s'y intéressaient sur Twitter. Les gens gagnaient de l'argent et en dépensaient via le réseau. C'est un genre de mini-écosystème. Retirer ça aux Nigérians, c'est un peu injuste. Depuis la suspension du réseau, plusieurs analystes ont alerté sur les conséquences économiques de cette décision. Au Nigeria, c'est 18% des utilisateurs qui se servaient de Twitter pour trouver un travail. Pour terminer, on part en Italie, où de nombreux migrants africains travaillent illégalement dans le secteur agricole, où ils sont exploités. Mais dans un vignoble de Toscane, on leur offre de vrais contrats et un brin d'espoir. Nicolas Germain. Adams n'avait que 14 ans lorsqu'il a quitté le Ghana. Il a passé 2 ans en Libye avant de prendre un bateau pour l'Italie. Aujourd'hui, il a 21 ans et après plusieurs années difficiles, il travaille désormais dans ce vignoble. Let's say, for example, if I get this work in my country, I will not go anywhere. If I was having this work in my country, I will not go anywhere because here the system is working. There the system is not working. So that's why we leave the country. D'après les syndicats italiens, de nombreux migrants africains sont exploités de manière honteuse dans le secteur agricole. Mais dans ce vignoble, on leur offre de vrais contrats. Ils travaillent 8 heures par jour. On les paye 7 € de l'heure, soit 2 fois plus que ceux qui travaillent ailleurs sans contrat. Alcuni di loro addirittura, magari qualcuno se ti racconta la sua storia, per 2, 3, 4 anni ha lavorato al nero senza contratto, niente, quindi non riusciva proprio a avere un contratto, non esisteva, non ha dato contributo niente. Venendo qui c'è un contratto, almeno l'esperienza nasce lì. Depuis 1954, ce vignoble produit le célèbre vin Brunello di Montalcino. Tutti siamo a conoscenza del fenomeno del caporalato. Non è una bella cosa. La mia famiglia ha un principio etico, forse cristiano, in cui tutti hanno diritto anche al versamento dei propri contributi e il rispetto del lavoro. Actuellement, 24 migrants du Ghana, du Togo, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau travaillent ici. Ils attendent de savoir si leur demande d'asile va être acceptée. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.